Voilà, nous sommes dans la deuxième étape. Il s'agit du présent de notre congrégation. Et ce présent, la situation actuelle de notre congrégation, va être présentée par sœur Marianne Baude, qui est supérieure provinciale au Danemark. Elle a fait plusieurs séjours en France et donc elle va s'adresser à nous en français. Je lui laisse la parole. Alors, merci beaucoup. Je ne suis pas française, alors je fais le mieux que je peux. Et moi, je vais parler des Sœurs de Saint-Joseph de Vatican II à nos jours. Premier commencement après Vatican II. Vatican II avait demandé aux congrégations de retourner à leurs origines, à leurs racines, afin de reformuler leur charisme. C'est écrit dans le document Perfecte Caritatis. Tout d'abord, on décidait de revoir les constitutions. En 1966, la supérieure générale de la congrégation de Chambéry, Mère Marie-Louise Bordet, rassembla les supérieures provinciales à Rome pour chercher de quelle manière et par quels moyens travailler cette question. Comme Vatican II avait donné une nouvelle orientation à la vie religieuse, ce n'était pas seulement une révision des constitutions qu'il fallait entreprendre, mais leur refonte complète. C'est ainsi que commença cet énorme travail dans lequel on demanda à chaque sœur de s'impliquer et de donner son avis. Chaque sœur a réfléchi, prié et dialogué de manière extraordinaire afin de créer ces constitutions qui furent approuvées en 1984. Nous allons juste retourner au temps qui a suivi immédiatement Vatican II. Le chapitre général de 1969 a eu lieu à Chambéry et indiqua le chemin et en même temps demanda à la congrégation de prendre en compte l'héritage de notre fondateur Jean-Pierre Médaille et de vivre le charisme dans le monde d'aujourd'hui. Le défi fut et est encore de connaître le monde d'aujourd'hui. La congrégation entra dans un temps de renouveau, toujours selon les directives des documents de Vatican II. Une grande quantité de travail a été fournie pour découvrir, redécouvrir et traduire les documents d'origine de notre fondateur et des cofondatrices. Ces documents soulignaient comment une sœur de Saint-Joseph est supposée vivre et partager sa vie avec Dieu et avec les autres. Comme dans les constitutions, les textes primitifs parlent de la responsabilité que chaque sœur doit assumer. La découverte de ces documents primitifs donnèrent une nouvelle vie et de l'enthousiasme aux sœurs et à ceux parmi lesquels elles vivaient. Ces documents provoquèrent également les membres à grandir progressivement et à devenir les personnes qu'elles étaient supposées être. En 1973-14, le chapitre général fut réalisé au Brésil. C'était le deuxième chapitre après Vatican II. Le thème de ce chapitre était l'Église, le monde, la mission. Durant ce chapitre, les participantes prirent conscience que l'Esprit était au travail dans toute la congrégation et ressentirent particulièrement une plus grande ouverture pour la mission. Maintenant, je vais parler des structures de gouvernement.
les réunions du conseil élargi. Les sœurs sentirent le besoin d'être en contact les unes avec les autres entre les chapitres généraux et d'apprendre les unes des autres. C'est pourquoi les supérieurs provinciales se réunirent en conseil élargi qui se tint successivement dans différentes provinces. Normalement, il y a 2 réunions de conseil élargi entre les chapitres généraux. Le premier pour partager comment les provinces, régions et missions ont vécu les lignes d'action du dernier chapitre général, et le deuxième pour préparer le prochain chapitre général. Le fait de tenir ces rencontres dans différentes provinces a donné la possibilité de faire l'expérience d'autres cultures et permis de connaître la vie et les apostolats de nos sœurs tout autour de la planète. Au chapitre général de 1991, une nouvelle structure fut établie. L'idée était que davantage de sœurs puissent se rencontrer entre les chapitres généraux et travailler sur les mêmes questions approuvées par le chapitre général. Ce type de réunion où les provinciales et les premières déléguées au chapitre général se réuniraient une fois par an était appelé conférence. 3 groupes furent constitués, États-Unis d'Amérique et l'Europe, les 2 provinces de l'Inde, les 2 provinces à ce moment-là, et le Pakistan, et les 6 provinces du Brésil. En 1997, ce type de rassemblement fut jugé trop isolé et le chapitre proposa une autre approche. Les conseils provinciaux se réuniraient avec le conseil général et à cause des langues, Europe et États-Unis constitueraient 2 groupes, un groupe de langue anglaise et un groupe italien-français. Communauté insérée. Le thème principal tout au long des chapitres généraux fut l'option pour les pauvres. Qui sont les pauvres? Seulement les matériellement pauvres ou parlons-nous aussi de la pauvreté spirituelle? Chaque chapitre général essaya de cerner cette question de manière plus précise. Les pauvres incluent souvent ceux au milieu desquels nous vivons, ceux qui ne sont pas nécessairement pauvres de biens matériels, mais manquent d'autres nécessités humaines. Ainsi, il y a des pauvres dans des pays appelés pauvres, et aussi bien que dans des pays riches. Retourner à la source signifie également apprendre que les premières sœurs de Saint-Joseph vivaient en petite communauté et non dans de grandes institutions comme nos écoles et nos hôpitaux où les pauvres viendraient vers nous pour chercher de l'aide. Après avoir réfléchi sur la question, la voie fut ouverte pour l'établissement de nouvelles communautés dites insérées. On ouvrit alors des communautés plus petites. On les ouvrit dans des lieux où les gens étaient dans le besoin. Les sœurs firent partie d'une paroisse où elles étaient avec les gens pour prier. Quelques exemples d'apostolat dans le monde. Je ne peux pas nommer tous nos apostolats, alors j'ai fait une petite sélection. Aujourd'hui, les sœurs de Saint-Joseph de Chambéry ont abandonné quelques-unes de leurs institutions et vivent près des gens. En Inde, par exemple, nos sœurs vont dans les villages pour être avec ceux qui sont dans le besoin et là, elles s'occupent d'éducation et de soins de santé. Au Pakistan, nos sœurs aident les femmes et les jeunes filles à se mettre sur pied, à prendre leurs responsabilités. Au Brésil, les sœurs vivent au milieu des indigènes et également dans les lieux
où la vie est difficile à cause du climat et de l'extrême pauvreté. Dans ces zones où la population n'a pas accès à la terre, elle travaille à faire reconnaître les droits humains. En Bolivie, nos sœurs aident des enfants à survivre quand ils sont abandonnés par leur famille en leur procurant de la nourriture. Aux États-Unis, elles rejoignent ceux qui vivent en marge de la société où ils ne sont ni vus ni respectés à cause du racisme et de la pauvreté. Dans les pays européens, les sœurs travaillent dans les centres de retraite spirituelle et essaient d'atteindre, en s'unissant aux chrétiens de différentes dénominations, les nécessiteux et les spirituellement pauvres. Elles aident également les immigrants et soutiennent les étrangers qui arrivent. Bien que les sœurs vieillissent et que leur force diminue, elles essaient de voir les besoins des gens et d'y répondre selon leurs propres possibilités. En Afrique, les communautés vivent et travaillent avec les gens, spécialement les femmes et les jeunes filles. Là, comme dans d'autres lieux, l'accent est mis sur les questions de santé. Expansion dans de nouveaux continents et de nouvelles missions. En 1971, on va en arrière de nouveau, la congrégation de sœurs de Saint-Joseph de Chambéry a commencé une mission au Libéria. L'objectif était de vivre au milieu du peuple et de pourvoir aux soins de santé, à l'éducation et au travail pastoral. Des sœurs de diverses provinces travaillèrent dans ce pays, exerçant ensemble, malgré leurs différences linguistiques et culturelles, les ministères nécessaires. Quand en 1989, la guerre civile a éclaté, plusieurs communautés furent fermées. Cependant, 4 sœurs restèrent. Elles suivirent les gens en Côte d'Ivoire pour prendre soin des réfugiés. En 1996, à cause du danger imminent, le Conseil général, à ce temps-là, leur demanda de quitter le pays et leur ministère. Pendant quelques années, nous n'avions plus de sœurs en Afrique. En 2003, un nouveau groupe de sœurs fut envoyé en Tanzanie pour vivre à Songea, au milieu du peuple. Le commencement, comme toujours, ne fut pas facile. Mais maintenant, les sœurs travaillent avec les étudiantes qu'elles accueillent dans un foyer, maison construite par la congrégation. Elles ont aussi commencé un programme de formation en vocation parce que quelques jeunes filles sont intéressées par notre spiritualité. À la même époque, 5 sœurs arrivèrent au Mozambique, envoyées par la province de São Paulo au Brésil. Au début, les prêtres, comme cela est arrivé souvent dans le passé, n'ont pas accepté les sœurs, alors que les gens, petit à petit, se montrèrent reconnaissants d'avoir quelqu'un qui se préoccupe de leurs besoins. Après 10 ans environ, la mission continue, même si les circonstances ne sont pas très bonnes. Il est difficile de trouver des sœurs intéressées par ce type de ministère. Après la chute du mur de Berlin, il y a eu de nouvelles ouvertures vers l'Europe de l'Est. À la conférence de Copenhague en 1993, on prit la décision de voir quelques possibilités il y avait dans ces pays. Après un temps de discernement, la République tchèque fut choisie et 4 sœurs furent envoyées exercer le ministère dans 7 anciens pays communistes. Les débuts ne furent pas faciles du tout, mais les sœurs restèrent et après avoir passé par différents temps de discernement, trouvèrent leur manière de vivre. Maintenant, elles sont très insérées, bien que toujours étrangères dans un pays qui a beaucoup de mal à se libérer des vieilles habitudes.
par exemple d'être soupçonneux à l'égard des étrangers. De 2004 à 2007, 2 sœurs de province brésilienne exercèrent le ministère au Timor-Est. C'était un projet de la conférence épiscopale brésilienne qui avait demandé d'aider le peuple de ce pays. Il y a eu également une brève mission quand nos sœurs de l'Inde allèrent dans les îles Andaman et Nicobar pour aider ceux qui avaient été victimes du tsunami en 2004. Les sœurs de la province de Pachmari répondirent aux besoins du moment et quand la population put de nouveau se suffire par elle-même, nos sœurs regagnèrent paisiblement leur province d'origine. 2 sœurs de l'Inde ont répondu aux nécessités de jeunes étudiants de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les frères Montfontaine leur demandèrent de venir enseigner dans une de leurs écoles. Bien que ce lieu soit très éloigné des autres communautés de Sœurs de Saint-Joseph, c'est avec enthousiasme que nos 2 sœurs proclament la bonne nouvelle pour ces jeunes. Maintenant, je vais parler de notre commission de communication. Dans le document final du chapitre général de 2003, il était écrit « Comme congrégation internationale, il est impératif d'avoir des moyens de communication appropriés pour communiquer rapidement à travers toute la congrégation, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour partager ce que nous sommes avec les autres. Le chapitre exhorte toutes les provinces et régions à aider leurs membres à utiliser au mieux la technologie à notre disposition, courriel, site web et autres médias. Le chapitre a décidé d'établir une commission de communication de 3-4 sœurs pour rechercher les moyens de communication et la technologie qui suivront le mieux nos objectifs. À ce chapitre, les sœurs ont pu suivre le déroulement de la rencontre grâce à de petites vidéos et des textes courts mis en ligne chaque jour sur le site web ouvert pour la congrégation. À partir de là, et après de nombreuses réflexions et parfois d'âpres discussions, les sœurs et leurs collaborateurs purent participer depuis leur communauté aux importantes réunions de la congrégation de Chambéry sur son site web. Le CS Journal, qui a commencé dans les années 90, aide les sœurs à être en contact les unes avec les autres et à s'impliquer dans les événements qui concernent nos sœurs vivant dans 18 pays différents. La Commission de justice, paix et intégrité de la création. Une autre décision importante a été prise au chapitre général de 2003, quand l'ensemble du chapitre a voté pour l'établissement d'un comité international pour établir les grandes lignes à utiliser quand nous voulons nous exprimer comme un seul corps. C'est écrit dans notre document final du chapitre 2003. Ce fut le commencement pour une prise de position sur des questions qui ne concerneraient pas qu'une seule province, mais toute la congrégation. Le comité, qui maintenant est une commission, aide les sœurs à prendre conscience des structures injustes et à agir soit en tant qu'individu, soit en tant que corps. Ainsi, la première question avec laquelle la congrégation a eu affaire concernait le trafic des êtres humains. Au niveau intercongrégation, les sœurs de Saint-Joseph de toutes les congrégations, y compris celles d'Australie, sont représentées en tant qu'ONG aux États-Unis. Récemment, les sœurs de Saint-Joseph étaient présentes à la conférence Rio + 20 à Rio de Janeiro, au Brésil.
Collaboration avec les autres congrégations Saint-Joseph. Déjà avant Vatican II, les différentes congrégations de Sœurs de Saint-Joseph s'étaient organisées en 4 fédérations. Fédération canadienne, Fédération des États-Unis, Fédération italienne et Fédération française. La collaboration entre les différentes congrégations des Sœurs de Saint-Joseph a continué. Juste après Vatican II, en 1969, 44 formatrices de 19 congrégations de Sœurs de Saint-Joseph ont eu une session internationale à Saint-Bon en France. Elles établirent des lignes générales pour la formation initiale basée sur les textes primitifs. Et cette collaboration a continué tout au long des années. Dans les années 90, le désir s'est manifesté d'une collaboration plus étroite entre Lyon, Annecy et Chambéry, c'est-à-dire lac. Le petit lac, le grand lac. Ces 3 congrégations internationales avaient plus de sœurs dispersées dans le monde que les autres congrégations de sœurs de Saint-Joseph. Chambéry a environ 1700 sœurs, Lyon 900 et Annecy environ 5 sœurs. C'est de cette collaboration qu'est née l'idée d'ouvrir une deuxième communauté en République tchèque. Cette communauté a été établie en 2007-2008 et au début, ce sont des sœurs de Lyon et de Chambéry qui s'installèrent à Kalovivari, ainsi assurant la supervision. D'autres communautés comme celle de Mozambique et de Tanzanie comptent des sœurs de différentes congrégations Sœurs de Saint-Joseph. En 2008, l'idée se fit jour d'avoir des réunions où les équipes de gouvernement général de toute la famille Saint-Joseph puissent être représentées. Le groupe de coordination globale était né et les supérieurs générales et les présidentes des fédérations essaient, dans leurs discussions et réflexions, d'éveiller une prise de conscience d'une unité parmi les membres de Sœurs de Saint-Joseph dans le monde entier. Nos associés. Un autre élément important dans notre vie comme famille de Saint-Joseph, c'est l'existence de nos associés. Beaucoup de nos provinces collaborent avec les gens intéressés par notre spiritualité et notre charisme. Comme au commencement, comme nous avons entendu, quand une personne laïque aidait nos sœurs dans le domaine de la formation, les membres associés d'aujourd'hui étudient notre histoire, nos documents et notre manière de vivre pour les faire entrer dans leur propre vie quotidienne. Quelques associés sont d'anciennes religieuses, des catholiques engagés et des laïcs non catholiques qui cherchent une base spirituelle pour leur vie. Le Centre international du Puy-en-Velay. L'idée d'établir un centre international au Puy prit naissance lors de la célébration en 2000 du 350e anniversaire de la fondation du Puy. Malgré les difficultés rencontrées, la joie était grande quand le centre s'est ouvert le 15 octobre 2004. Le but du centre est d'être une présence au lieu de fondation des Sœurs de Saint-Joseph. L'exposé de l'objectif l'exprime clairement. Le centre accueille les sœurs et leurs partenaires laïcs, nous offrant des possibilités de comprendre et d'interpréter notre charisme à la lumière des réalités d'aujourd'hui, des besoins de notre monde, la réconciliation et la paix, la soif de la jeunesse pour les relations. Ces possibilités incluent la prière, l'étude, la réflexion, le discernement, la recherche, la pensée créative, des retraites, des expériences sabbatiques, le repos et le travail manuel. C'est de la vision
du Centre international. On peut le lire sur le site web. Le travail du centre continue avec l'aide d'une équipe permanente de 3 membres de différentes congrégations Sœurs de Saint-Joseph. L'accueil est une des principales caractéristiques de la Sœur de Saint-Joseph, ce qui est vraiment un des objectifs essentiels pour le centre. Ma conclusion. L'histoire de notre famille Saint-Joseph continue. Le Concile Vatican II a provoqué les religieuses à travailler avec conscience et responsabilité. Et nos constitutions disent clairement: la vie consacrée exige de chacune de nous une conscience claire de sa vocation de femme et de religieuse. Nous devons être capables de discernement et d'options personnelles. Dans la société, de nouvelles manières de vivre apparaissent avec une nouvelle compréhension du rôle des femmes de l'Église, et l'Église aussi a changé radicalement. Les vocations deviennent rares dans les pays occidentaux. Cependant, chaque sœur qui vit sa vocation jour après jour ajoute une page à notre histoire. Dans la lettre eucharistique, lettre que notre fondateur écrivait à une des premières sœurs, il est dit: la vie de la congrégation est orientée vers un seul but: travailler à établir l'union totale de nous-mêmes et des autres avec Dieu, l'union des autres entre eux et avec nous, mais tout en Jésus et en Dieu son Père. C'est à ce ministère que nous sommes appelés, consacrés et envoyés par le Christ. Nous contribuons ici-bas à la construction d'un monde de justice, d'amour et de paix, préfigurant le rassemblement définitif du royaume. Avec cet esprit, écoutons maintenant notre supérieure générale, Sœur Sally, qui nous introduira dans une vision de notre avenir. Nous écoutons